Allez les amis, c'est parti. Ça fait longtemps qu'on n'avait pas écouté Éric Zemmour. Bah, la dernière fois qu'il était venu, il a été coupé par la nomination de François Bayrou. Ses premières interventions à la télé, etc. Et du coup, Éric Zemmour, il est resté que 5 minutes, genre. Ah, je suis mort. Bonsoir Éric Zemmour. Bonsoir Benjamin Diamel. Merci d'être avec nous ce soir dans Tout le monde veut savoir, ancien Ah, candidat à c'est l'élection minute une. Vas-y, présidentielle, on va regarder président après. du parti Reconquête. Beaucoup de sujets à aborder avec vous ce soir. Bien sûr, la situation politique. Est-ce que ce budget vous convient, vous qui aviez appelé à ne pas censurer Michel Barnier? On parlera également des chiffres de l'immigration, du droit du sol, de celui qui semble être votre modèle, Donald Trump. Mais je voudrais commencer par cette information qui est tombée il y a quelques instants. Le tribunal administratif de Melun qui a donc annulé l'OQTF, l'obligation de quitter le territoire français qui touchait l'influenceur Doualem, cet influenceur algérien que le ministère de l'Intérieur souhaitait expulser. Place Beauvau, le ministère qui a fait appel, mais cet appel n'est pas suspensif. Ça veut donc dire que cet influenceur Doualem peut sortir du centre de rétention administrative. La procédure d'urgence d'expulsion, qui avait été invoquée par le ministère de l'Intérieur, a donc été jugée excessive par la justice. C'est ça le résultat quand on veut gonfler les muscles et qu'on considère que la politique est plus forte que le droit? Ouf. Mais la politique n'est jamais très éloignée du droit, cher Benjamin Duhamel. Vous savez, il est de coutume, depuis des dizaines d'années, j'ai écrit un livre qui s'appelait Le coup d'état des juges en 1997. Donc j'avais enquêté à l'époque déjà sur les pratiques des juges, qu'ils soient de l'ordre judiciaire ou de l'ordre administratif. Et il est très courant que certains magistrats utilisent toutes les subtilités du droit, et Dieu sait s'il y en a. Vous savez, Giraudoux disait le droit est le royaume de l'imagination, pour imposer leur vision politique. Quelle est leur vision politique? Leur vision politique est d'abord une espèce de sacralisation des droits de l'individu, et deuxièmement, un internationalisme qui fait que nous sommes tous citoyens du monde et que la France n'a pas de droit par rapport à la défense de son territoire, etc. Mais Éric Zemmour, si je vous écoute, au fond, Oui. vous, c'est ce laïus sur un Mais c'est gouvernement pas de un laïus, juges, Benjamin des juges Diamel. politisés. Est-ce qu'on peut juste considérer que l'état de droit fonctionne de telle manière qu'il y a des règles concernant l'expulsion, y compris d'individus qui n'ont pas vocation à être sur le territoire, que Bruno Retailleau, visiblement, a souhaité une expulsion en urgence et que cette expulsion en urgence a été jugée contraire au droit? Benjamin Duhamel, vous pouvez faire du juridisme. C'est pas du juridisme, ce sont les règles de droit. Moi, je pense que la démocratie, c'est d'abord le pouvoir du peuple, c'est la volonté du peuple. C'est pas de garde-fou, pas attendez, de possibilité ne caricaturez pas de faire appel devant la justice Si, administrative quand on non, est expulsé. Non. Écoutez, il y a la démocratie, le pouvoir du peuple. Il y a le droit. Le droit, qu'est-ce que c'est? C'est le respect de la loi. Et évidemment que le gouvernement est soumis au respect de la loi. Maintenant, ce que je veux dire par là, c'est qu'il ne faut pas qu'il y ait une conception qui est celle des juges depuis, je vous le répète, depuis des décennies, qui est que les droits de l'individu s'imposent en tout et pour tout aux droits de l'État et de la nation. Surtout en droit administratif. La philosophie du droit administratif, normalement, c'est de concilier la liberté de l'individu, qui m'est chère, et avec les intérêts de l'État et de la nation. En l'occurrence, j'estime que cette décision ne respecte pas cet équilibre et qu'elle ne respecte pas les droits de l'État à défendre son intégrité, sa souveraineté et la volonté du peuple. Je vous donne cette information par ailleurs. L'influenceur Doualem est sorti du centre de rétention administrative. Et vous savez, comme des centaines et des milliers d'immigrés clandestins qui sont libérés pour une peccadille sur un rapport de police. Vous savez, je vous ai dit, le droit, c'est très bien, c'est sacré, mais le juridisme, c'est une déviance du droit. Rentrons dans le détail et on parlera dans un instant de la question des relations avec l'Algérie, puisque c'est aussi ce dont il est question, puisque rappelons à ceux qui nous regardent que cet influenceur était parti pour Alger, atterrissage en Algérie, et que les autorités algériennes avaient refusé de le récupérer. Il avait pourtant un passeport, et donc il était revenu en France. On en parlera dans un instant, mais sur précisément ce que vous êtes en train de dire sur la justice administrative. Vous, président, si je veux dire, vous au pouvoir, qu'est-ce que vous feriez différemment pour
en quelque sorte contourner, si j'ose dire, cette Jure, un décision nouveau sub. en droit du juge administratif qui considère que la Merci, procédure no match pour utilisée le sub. n'était Merci, pas la Moulin. bonne et qui dit le problème c'est la procédure en urgence. Il peut parfaitement y avoir une procédure normale. C'est d'ailleurs visiblement la procédure que va choisir désormais le ministère de l'Intérieur. Mais la procédure en urgence, elle était exorbitante Mais pour là encore reprendre des termes juridiques. On peut changer les procédures. On peut changer le droit. Le droit, ça se change par une loi, par le Parlement. Non, il est pas binational, les gars. Hein, parce que je crois qu'en Algérie, t'as pas le droit d'être franco-algérien, non? Je sais pas si je dis des bêtises, mais le mec, non, il a pas de. Il est pas français, le mec. Il est pas français. Si, tu peux. Ok, tu peux être franco-algérien. Ok, j'ai rien dit. Mais ce que je veux dire, c'est que non, il est juste algérien, le mec. Il est juste algérien. Voilà. Bah, gros, imagine. Non, mais je me suis trompé. Excusez-moi, le chat. Excusez-moi. Mais dans tous les cas, il a juste un passeport algérien. C'est tout. Tout ça, c'est un Excusez-moi. produit d'un compromis. Petite coquille, on pardon. peut changer pardon. le droit. Vous comprenez? Quand on est au pouvoir, eh ben, on change le droit parce qu'aujourd'hui, il y a, pour moi, une priorité majeure qui est la lutte contre l'immigration et contre ce que j'appelle l'islamisation du pays. Et donc, Oula, ça commence. si le peuple Le mot est lâché. pouvoir, je prendrai des lois qui limiteraient cette possibilité des juges de faire tomber toutes les décisions administratives pour des peccadilles juridiques. Mais C'est très important. mais limiter, ça veut dire quoi? Ça veut dire, diminuer drastiquement le pouvoir du juge administratif sur les décisions de mise en rétention. Ça veut dire limiter le pouvoir des juges. Oui, oui. Mais vous savez, les juges ne c'est sont pas tout puissants. Il n'y a pas une Mais ça veut dire dictature des juges. Mais est-ce que c'est quoi En gros, voilà, il veut mettre les juges au pas. C'est genre, ça sert à quoi d'avoir une défense, d'avoir le procureur, d'avoir un avocat, de travailler sur la défense de son client. Si le juge il est au pas, il est à la solde du gouvernement, l'état de droit, on en fait quoi? Genre, c'est une ambiance très bizarre. La Constitution, c'est quoi? Genre, qu'est-ce qui se passe? Genre, les juges doivent être contre. C'est bizarre, lui. C'est quoi la fin de l'état de droit? Non. Et puis il peut pas décider de ça comme ça, il lui faut la majorité à l'Assemblée, exactement, le chat. Puis le Conseil constitutionnel peut censurer sa proposition. Enfin, le mec, il est fou quand même. Hein. Ne n'employez pas des lieux communs comme ça qui sont dérisoires. C'est pas des lieux communs, hein, Zemmour, j'essaie de comprendre ce que vous dites. Le droit doit, encore une fois, protéger les individus contre le pouvoir excessif des gouvernements. Il ne faut pas que ça soit l'inverse. Il ne faut pas que le pouvoir soit désarmé par le droit. Donc il nous faut absolument un équilibre et j'estime que depuis des décennies, cet équilibre est rompu par un pouvoir excessif des juges. C'est-à-dire que le contre-pouvoir est devenu le pouvoir et que le pouvoir est désarmé. Et ça se retourne contre le pays et contre le peuple français. Pour reprendre l'expression état de droit, je me souviens de Bruno Retailleau, ministre de l'Intérieur, qui disait que l'état de droit n'était ni intangible ni sacré. C'est ouf de dire ça quand même. Il s'était repris en quelque sorte en disant je voulais pas parler de l'état de droit, mais de l'état du droit. Est-ce que vous considérez ce soir que cette décision de justice, la conséquence qui est que Doualem est libre, c'est un échec, c'est une défaite pour Bruno Retailleau, le ministre de l'Intérieur? C'est évidemment un échec pour Bruno Retailleau, mais c'est un échec pour la France, parce que nous allons voir, puisque vous m'avez dit qu'on allait parler maintenant de l'Algérie, c'est la France qui est ridicule. Et cette décision de justice sert les intérêts d'un pays qui nous déteste et qui s'appelle l'Algérie. On a regardé pas nous. Ça aussi. C'est pour ça que je vous parlais d'équilibre. Donc allons sur le sujet de l'Algérie, qui est le sujet essentiel en vérité. Nous avons ce pays qui est en principe indépendant depuis 60 ans et qui, en fait, se repaît de sa détestation pour la France. Tous les échecs de ce pays sont mis sur le compte de la France, de la colonisation, et qui... je pense qu'il y a un rapport très pervers entre la France et l'Algérie. Vous savez, il y a quelques mois, M. Tebboune le président algérien a donné une interview à un journal français et dans lequel il a déclaré, soi-disant sous forme de boutade, que la France devrait donner aux Algériens des visas de 132 ans. C'est-à-dire que c'est exactement la durée de la colonisation française en Algérie de 1830 à 1962. Qu'est-ce que ça signifie, cette fausse boutade? Ça signifie que les Algériens considèrent légitime de coloniser la France à leur tour.
Et ça explique beaucoup de choses, ça explique beaucoup de comportements, ça explique cette haine de la France qu'on retrouve chez beaucoup d'Algériens qui vivent ici, qu'ils aient la nationalité française ou pas. Et ça explique le comportement du gouvernement algérien et l'échec absolu d'Emmanuel Macron dans sa stratégie vaine de réconciliation avec l'Algérie. Mais Éric Zemmour, là encore, et je rappelle cette Les mots sont lâchés. notamment utilisé le président de la République à l'égard de la façon dont le régime algérien utilisait la mémoire, il avait parlé de rente mémorielle. Mais si, encore une fois, puisque c'est un responsable politique... C'est bien au-delà de ça, en vérité. C'est un responsable politique que j'ai en face de moi ce soir. Dans le cadre des relations entre Paris et Alger, vous avez un ministre de l'Intérieur qui utilise d'ailleurs à peu de choses près les mots que vous utilisez. D'ailleurs, les gars, l'histoire de la rente, vous en pensez quoi, les mecs? Vous pensez qu'on doit payer à vie notre dette à l'Algérie ou pas? Parce que là, ça va partir dans une sorte de philosophie, mais par exemple, les générations qui vont se succéder, et toutes les personnes qui ont participé de près ou de loin à cette colonisation, à cette guerre en Algérie, à ces paroles politiques nauséabondes, genre, quand toute cette génération va disparaître, est-ce que cette rente, on aura fini par la payer ou pas du tout, le chat? Vous en pensez quoi, vous? Oui, il n'y a pas que l'Algérie, Loki, mais je parle uniquement du pays. Je parle vraiment que de ça, genre. Il faut arrêter avec l'abus, non pas à vie. Ok. Les Allemands ont payé. Ok. Non, jamais. Ok. C'était une question que je voulais vous poser, le chat. Ok. C'est pas financer le problème. Ah oui, parce que là, il parle de rente. Non, mais c'est une image, hein. Je pense que Macron, il parle pas de rente financière pour l'Algérie. Je pense qu'il parle de rente mémorielle. Le fait de se dire qu'il faut se rappeler perpétuellement qu'on a été des merdes envers l'Algérie. Donc oui, je pense qu'il parle de ça, Macron. Il parle pas de rente financière. Mais non, c'est un travail mémoriel. Ok, il veut continuer à... D'accord, ok. Il veut continuer à ce qu'on n'oublie pas ce qu'on a fait subir à l'Algérie. Donc oui, je pense qu'à vie, là je rejoins le chat, une partie du chat, je pense qu'à vie, oui, il faut se souvenir de ce qu'on a fait subir à l'Algérie, évidemment. Évidemment. L'Allemagne le fait très bien, je ne vois pas pourquoi on ne le ferait pas aussi en France. Oui, non, mais vous avez raison, le chat, vous avez raison. Qui dit l'Algérie a voulu humilier la France et qui prend cette décision avec un ton martial et qui décide de renvoyer un influenceur, dans le cas d'espèce celui dont on parle, Doualem, qui est forcé de revenir puisque l'Algérie n'accepte pas. Pourquoi est-ce que vous réussiriez là où Bruno Retailleau échoue? Bruno Retailleau n'est pas un laxiste, n'est pas quelqu'un qui est dans cette vision-là victimaire vis-à-vis de l'Algérie. Écoutez, moi, c'est très simple. Je vois qu'avec la Colombie, Donald Trump réussit en 2 heures ce que Bruno Retailleau n'a pas réussi à faire avec l'Algérie. Est-ce que les gouvernements français n'ont pas réussi à faire avec l'Algérie? Les relations entre les États-Unis et la Colombie, c'est la même chose que les relations entre la France et l'Algérie? En tout cas, les moyens de pression dont nous disposons sont très importants. Lesquels? Écoutez, c'est très simple. D'abord, vous savez, c'est bien au-delà de cette expulsion. Hein. C'est le fait que l'Algérie ne nous reprenne quasiment pas d'Algériens que nous expulsons, clandestins. Ils ne les reprennent pas. C'est bien au-delà de ce Boualem. Écoutez, commençons par le commencement. Nous pouvons bloquer tous les visas que demandent les Algériens pour venir en France. Et Dieu sait s'il y en a. C'est un acte de souveraineté. La France peut tout bloquer. Deuxièmement, nous pouvons, évidemment, nous devons rompre et supprimer l'accord de 1968 qui favorise l'immigration algérienne par rapport aux autres. Vous savez qu'un certain nombre de spécialistes considèrent que cet accord a d'ores et déjà été vidé de sa substance et que jouer sur l'accord de 68 ne changerait pas grand-chose. C'est faux. Il n'a pas été vidé de sa substance. La preuve, c'est que les Algériens ont des privilèges en matière, par exemple, de regroupement familial. Nous pouvons aussi supprimer un accord de 2007, qui est moins connu, qu'a évoqué M. Driancourt, ancien ambassadeur de France en Algérie, qui permet à tous les Algériens qui ont des visas diplomatiques de se rendre facilement en France. Et vous savez, en Algérie, comme dans beaucoup d'États africains, on distribue assez généreusement les visas diplomatiques. Mais nous pouvons continuer. Nous pouvons, par exemple, bloquer les demandes d'Algériens qui viennent se faire soigner en France. Et il y en a beaucoup. Et ils laissent une ardoise colossale. Je vais parler de l'ardoise qu'ils laissent en général. Vous savez, hier, nous avons réuni, dans le cadre du groupe européen, l'ENS, un colloque sur l'Algérie et sur les rapports entre la France. Et Sarah Knafo, la députée européenne Reconquête, a listé
tout ce que nous coûte l'Algérie. Mais Éric Zemmour, est-ce que vous avez lu, parce que vous parlez d'une interview du président algérien, non mais juste pour faire une incise, puisque c'est un dialogue. Moi j'ai lu, et sans doute comme vous, l'interview du président algérien dans les colonnes de l'Opinion, qui répondait à toutes ces possibilités, et qui disait au fond, sur les transferts d'argent, il n'y en a pas énormément, sur les rapports, rapports économiques qu'il y a entre la France et l'Algérie. L'Algérie est un pays qui fait du commerce avec d'autres pays. Donc est-ce que vraiment, toutes ces mesures-là... Ceux qui sont au pouvoir, pourquoi n'utiliseraient-ils pas cet arsenal-là et ce dont vous parlez? Mais parce qu'ils sont dans une vision culpabilisée, je ne dis pas culpabilisatrice, puisque c'est nous qui sommes culpabilisés, de l'Algérie. Et donc moi pas. Donc je continue. Parce que M. Tebboune peut très bien, mais c'est très bien d'ailleurs, M. Tebboune, j'ai vu, a dit que les Algériens ne se feraient plus soigner en France. C'est très bien parce qu'il ferait bien payer la note qu'il a laissée. Parce que je vous disais qu'hier, Sarah Knafo a fait l'étude de tout ce que nous coûte l'Algérie. C'est un total de 9 milliards par an. Et pour les notes que les Algériens et les hauts dignitaires algériens ne payent pas dans les hôpitaux de France, on en a simplement pour l'année 2023 45 millions en Île-de-France, uniquement dans les hôpitaux d'Île-de-France. Vous voyez, et je ne vous parle pas de la fraude sociale, je ne vous parle pas ce que nous coûtent les prisonniers algériens. C'est rupture absolue de tout rapport diplomatique avec l'Algérie. Oui, rupture avec l'Algérie, s'ils continuent à ne pas nous prendre leurs clandestins et à même nous envoyer... Et je peux continuer. Il y a aussi les étudiants algériens qui viennent en France et que nous finançons, à qui nous payons des bourses pour venir étudier en France. Et je pourrais... Alors là, si vraiment il y a un véritable affrontement, eh ben, l'arme nucléaire est simple. C'est la saisie des biens des dignitaires algériens. Ah, j'ai eu peur. Il a parlé de l'arme nucléaire. Ouais, je me suis dit, ouais, c'est quoi ce bordel? En France. Comme nous avons fait aux oligarques russes. Je voudrais qu'on... Vous voyez qu'il y a des moyens. Oui, mais je vais dans un instant vous rétorquer un élément sur les rapports et le rapport de force avec l'Algérie. Je voudrais juste vous montrer cette image en exclusivité, celle de l'influenceur Doualem qui a donc quitté le centre de rétention administrative où il était en rétention suite à cette décision du tribunal administratif de Melun qui a donc annulé l'obligation de quitter le territoire. On le voit juste ici, savez, en train de sortir vous savez, je vous parlais du colloque hier dans le cadre de l'Europe des Nations. Et on avait invité l'influenceur qui a justement dénoncé M. Boualem, un Algérien, qui nous a expliqué avec une grande franchise et une grande honnêteté comment l'Algérie, depuis 50 ans, éduquer sa jeunesse à haïr la France. Il nous l'a dit lui-même. Il nous a dit, même moi, quand je suis arrivé en France, j'estimais que c'était tout à fait normal que la France me devait de l'argent. Avec Éric Zemmour, une histoire coloniale qui existe. Mais c'est pour ça, quand vous utilisiez l'exemple du rapport entre les États-Unis et la Colombie, que je sache, les États-Unis n'ont pas colonisé la Colombie. Et alors? Vous savez, pour les pays d'Amérique du Sud, les États-Unis sont pires qu'un colonisateur, c'est un autre sujet. Et alors, je peux vous dire que nous avons aussi colonisé le Vietnam, et je ne vois pas des Asiatiques issus de l'immigration vietnamienne qui haïssent la France de cette façon. Pardonnez-moi, ce n'est pas la même chose. Pour le et pourtant, nous avons aussi colonisé ces gens. Et il y a eu des guerres, et il y a eu des affrontements, et il y a eu des massacres. Donc, en Algérie, vous savez... on a fait des dingueries en France. Je pense que les Algériens pourraient nous être reconnaissants. Nous avons trouvé un pays qui était un cloaque. Être reconnaissant? Oui, reconnaissant. C'est quoi? C'est le couplet de la colonisation positive pour mais mon cher Benjamin Duhamel, ne prenez pas... Colonisation positive, hein. N'oublions pas quand même que l'extrême droite utilise ces termes-là pour l'Algérie parce qu'ils ont parlé de on a construit des hôpitaux, on a construit des routes, la colonisation a peut-être fait du bien aussi à l'Algérie, etc., etc. Non mais pitié s'il vous plaît, par pitié les gars. Avec ironie, je sais que... Repris par Rotaillot, hein. Repris par Rotaillot. On apprend que ce qu'il y a de mal pour la France, mais moi je vais vous dire quelque chose. Zemmour, on peut écouter Benjamin Stora, des historiens, et s'interroger sur Benjamin Stora. Vous voyez, par exemple, pour l'occupation allemande, vous savez que la France a été occupée pendant plusieurs mois par les Allemands quand Hitler il a foulé Paris. Bah, les mecs, on n'a pas été éduqués pour la détestation de l'Allemagne. Je sais pas s'il raconte des conneries, parce que là, il parle d'un influenceur algérien, il a discuté avec lui, et l'influenceur algérien a dit que pendant sa jeunesse, on lui a appris à détester la France. Vous confirmez ce que vous dites, les gars, genre Vous confirmez ou pas? Genre, les Algériens de mon chat, vos parents, je sais pas. Bah si, PTDR, Dofla. Ah ouais? Ok, si. Ah ouais? C'est un mensonge. Il y en a qui disent oui, il y en a qui disent non, genre...
C'est absolument faux. Ok. Moi, quand j'ai appris la Seconde Guerre mondiale, je n'ai pas... genre, on m'a pas éduqué de manière à ce que je déteste les Allemands. Je ne sais pas c'était comment dans les années 70, enfin, après la guerre mondiale. Je ne sais pas dans les manuels scolaires de l'époque comment on éduquait les enfants. Est-ce qu'il fallait détester l'Allemagne ou est-ce qu'il fallait pardonner les Allemands de ce qu'ils nous ont fait subir? J'en sais rien. J'en sais rien. 132 ans de colonialisme, ça laisse des dégâts. Mais bien sûr, les mecs, bien sûr. Nous, les Antillais, on a subi la même chose avec l'esclavage, etc. Mais je ne pense pas que les Antillais soient éduqués de manière à ce qu'ils détestent la France, qu'ils détestent la France métropolitaine, le gouvernement, genre tout ça. Tout ce rejet-là, vous voyez ce que je veux dire? MDR de Flamingo Pro SS. Mais non, rien à voir. C'est intéressant ce qu'il dit, genre. C'est l'histoire, il n'y a pas de haine. Oui, évidemment, les gars, c'est l'histoire, mais la manière dont il peint le débat, la manière dont il fait croire aux téléspectateurs que les Algériens de 10 ans, les Algériens de 20 ans ont reçu l'éducation de détestation de la France, genre la manière dont il peint ça, monsieur Eric Zemmour, bah, on peut ne pas être d'accord avec ça, genre. Genre, tu vois très bien qu'on les déteste, Dofla. Tu parles des Allemands? Moi, je déteste pas les Allemands, les mecs, hein. Genre, vous détestez l'Allemagne. Si vous détestez l'Allemagne, grand bien vous fasse, hein. Moi, je ne haïs pas l'Allemagne. Genre, pour moi, le nazisme est derrière nous. Genre, il n'y a pas de détestation de l'Allemand, genre... Non, mais il y a un reste de la guerre. Bah, mec, en tout cas, dans ma génération, la génération 93, vas-y, à la limite, là où je te donne le point, peut-être l'époque de nos arrière-grand-mères, arrière-grand-pères, ou même grand-père tout court, peut-être qu'il y a une détestation de l'allemand, tu vois ce que je veux dire. Mais moi, il n'y a pas de... Je déteste pas l'Allemagne, hein, genre vraiment. Je sais pas. Hein. Je déteste pas forcément, quoi. Personne déteste l'Allemagne, il vit dans ce monde, poteau. Mais pourtant, ça a un viewer actif. Je comprends pas la tech de Bornache. Je comprends pas la tech, je sais pas. Après, c'est pas grave, je vais pas m'attarder. Je comprends pas sa tech. C'est pas grave. Et l'historien du FLN, donc c'est pas la même chose. D'accord. Moi, donc je quoi, suis... Vous défendez ce soir l'apport positif de la colonisation, c'est ça? Mais absolument, mon cher Benjamin Duhamel. Tu compares une colonisation de quelques mois avec une guerre de 100 ans. Je te pose la question, monsieur Spouf. Laisse-moi te poser la question et réponds-moi, parce que vous faites exprès de pas comprendre. Est-ce que tu penses, monsieur Bouffe, je parle à toi, est-ce que tu penses que les Algériens ont été éduqués de manière à ce qu'ils détestent la France, oui ou non? Réponds à ma question. Réponds à ma question. Parce que moi, je le pense pas. Je ne le pense pas. Vraiment, je ne le pense pas. Je ne le pense pas. T'énerve pas. Non, mais je suis pas énervé. Je suis pas énervé parce qu'il me parle de comparaison, de je ne sais pas quoi, genre. Les Allemands, ils nous ont laissé des séquelles aussi. Les Allemands nous ont laissé des séquelles, ma gueule. On aurait pu les détester. Le ministre de l'Éducation aurait pu faire en sorte de mettre dans notre manuel scolaire qu'on déteste les Allemands jusqu'à la fin de notre vie. Je sais pas, moi. On nous a dit ce qui s'est passé sans nous faire détester la France. J'aime sauf les cons, les Allemands. Mais qu'est-ce que t'as dit dans tes commentaires, genre... Mon père m'a toujours dit, n'oublie pas ton histoire, ici tu n'es pas chez toi. L'Algérie paye pas... Y a pas des commentaires de ouf, là, je comprends pas ton... J'aime trop quand tu démarres comme ça, tu me tues. Le pire, c'est qu'il m'a même pas répondu. Il a mis un commentaire ou pas? Il a rien mis, frère. Et en Algérie, je peux vous dire, parce que moi, mes ancêtres, ils vivaient depuis 1000 ans, que ce pays était un pays, c'était un cloaque, que la colonisation turque n'avait absolument rien fait, qu'il y avait le choléra, le typhus, que les terres n'étaient pas cultivées, que c'était une catastrophe. C'est la France qui a soigné tout ça. C'est la France qui a éradiqué les épidémies. C'est la France qui a construit des routes. C'est la France qui a construit des villes. Vous allez à Alger, vous allez à Constantine, regardez les immeubles. Vous verrez. Et donc... Voilà. Là, ils nous parlent de colonisation positive, les mecs. Hein. Les mêmes racistes de Twitter. Hein. Ils reprennent les mêmes arguments. Que ça justifie aujourd'hui de considérer que, au fond, à quel prix, fils de pute, je te jure. Ah, je n'ai jamais dit qu'elle n'existait pas. Mais qu'en tout cas, il n'y a pas... En tout cas, que nous avons dans la façon de tenter de raccommoder les liens avec l'Algérie, il n'y a pas de fait... des choses que la France a à se faire pardonner. Absolument, nous n'avons rien à nous faire pardonner. Rien du tout. Rien du tout. La torture au moment de la guerre d'Algérie. Mais mon cher, vous oubliez que ces gens-là faisaient sauter des bombes dans les cinémas et tuer les femmes et les enfants.
Et donc, il fallait bien trouver des moyens d'arrêter. D'ailleurs, nous avons arrêté. Et la France a gagné cette guerre d'Algérie. Jamais l'armée algérienne n'est rentrée sur le territoire algérien et le terrorisme a cessé. Donc, c'est uniquement une décision politique du général de Gaulle que d'avoir décidé de donner l'indépendance de l'Algérie parce que, justement, il ne voulait pas que son village devint Colombey, les deux mosquées, je vous le rappelle. Et toute l'erreur de nos élites après, c'est d'avoir laissé venir des millions d'Algériens qui, justement, nous haïssaient à cause... On en pense quoi, les gars? Parce que là, je sais pas si c'est du révisionnisme ou pas. Hein. On a gagné contre l'Algérie ou pas, le chat? Eh, c'est vraiment un sujet sensible, ça, merde. C'est trop un sujet sensible. Oh non, c'est un sujet sensible. Tu te poses vraiment la question? Ouais, je pose la question. Non, parce que dans une guerre, les mecs, dans une guerre, il n'y a jamais de perdants ou de vainqueurs. C'est sujet à interprétation. Oui, après, tu peux parler de révisionnisme ou je ne sais pas quoi. Tu alignes 100 personnes, 100 historiens. Dans les 100 historiens, il y aura peut-être 40 historiens qui vont te dire on a perdu contre l'Algérie. Et 60 autres qui vont te dire on a gagné contre l'Algérie. Il n'y a pas un consensus. Comme par exemple les États-Unis qui ont perdu, entre guillemets, la guerre en Afghanistan, cette guerre contre le terrorisme. Bah, est-ce que les États-Unis, est-ce que les Américains considèrent qu'ils aient perdu cette guerre contre l'Afghanistan? Il y a une partie oui, il y a une partie non. Vous voyez ce que je veux dire? Vous voulez que je demande à ChatGPT? Putain, mais les gars, vous aimez trop la fita. Putain, vous êtes nés pour ça, les gars. Hein. C'est pas possible, hein. Bonjour, ChatGPT. Allô? Est-ce que tu m'entends? I'm sorry, but I'm having trouble responding right now. Please wait a bit. Do you speak English? Do you speak French? Sorry? Oh! Allô? Ouais, tu peux me répondre ou? Putain, je vais actualiser, attendez. Putain, vous aimez trop la fitna, vous aimez trop le sang. Allô? Oh, bouffon! Oh! Allô? Oui, je suis là. Vous avez une autre question? Ah, j'ai une question à te poser, ça va? Bien sûr, je vous écoute. Quelle est votre question? Attends, je veux savoir si t'as passé une bonne journée, tranquille, j'ai l'impression que tu... Oh. Oui, tout va bien. Merci de demander. J'espère que ta journée se passe bien aussi. Quoi de neuf pour toi? Bah, j'ai eu un date et la meuf, elle est partie sans payer la note. Sinon, ça va. Oh mince, c'est pas cool ça. J'espère que ça n'a pas trop gâché ta soirée. Tu veux en parler? Bah, elle était mignonne. On a mangé une pizza, mais fallait que je sorte la carte bleue et elle a pas payé sa part, quoi. Du coup, j'ai payé 2 parts de pizza. Genre, c'était assez cher, quoi. Ah, c'est vrai que ça peut surprendre. Mais au moins, tu as passé un moment sympa, j'espère. Bah non, Peut-être. vu que j'ai payé la note. Je suis broke, j'ai pas d'argent. C'est vraiment frustrant, je comprends. C'est jamais agréable de se retrouver dans cette situation. Wow. J'espère que T'as changé de voix? je suis là si tu veux parler. Ok, ok. J'ai une question. Qui a gagné la guerre entre l'Algérie et la France? La guerre d'Algérie, qui a duré de 1954 à 1962, s'est terminée par l'indépendance de l'Algérie. L'Algérie a obtenu son indépendance après des négociations et la signature des accords d'Évian en 1962. C'est donc l'Algérie qui a gagné sa souveraineté. Donc c'est l'Algérie qui a gagné. Exactement. L'Algérie a décroché son indépendance après une longue lutte. Donc on est les putes de l'Algérie, c'est ce que tu veux dire? Je comprends que ce soit un sujet sensible. Mon but est simplement de fournir des faits historiques. Si tu veux en discuter plus calmement, je suis là. Je suis là pour aider et discuter de tout sujet calmement. Si tu as d'autres questions, n'hésite pas. Est-ce que, Si tu- est-ce que là, maintenant, Big 2025, militairement, on bat l'Algérie ou pas? En vrai. Ah, c'est quoi ça, ouais? C'est quoi ce bruit? Oh, Je suis là pour... Ok. Ça va? Oui, tout va bien. Merci. Et toi, ça va? Ouais, ça va. Tu peux me faire une petite chanson en chinois, s'il te plaît? Je ne peux pas chanter. Mais je suis là pour discuter ou répondre à tes questions. Si tu as d'autres sujets en tête, n'hésite pas. Hmm. Tu peux me parler en chinois, vite fait? Bien sûr, je peux parler en chinois. Tu veux discuter de quelque chose en particulier? Vas-y, raconte-moi l'histoire de Mao Zedong. Mais en chinois, tu me le fais en chinois.
Je peux te parler de Mao Zedong en chinois si tu veux. Tu veux une brève histoire? Ouais, petite courte histoire vite fait. 毛泽东是中国共产党的主要领导人之一，他在1949年领导了中华人民共和国的成立，他也是中国共产党和中国人民 Eh, je vais finir en enfer. Je vais finir en enfer, les gars. C'est pas bien ce que je fais. C'est pas bien. C'est pas bien. C'est pas bien ce que je fais, putain. de cette Un peu de tenue, Dofla. Un peu de tenue, wesh. Putain. colonisation française et qui, en France, éduquent leurs enfants dans la haine de la France. Il y a quand même un paradoxe, Éric Zemmour, dans tout ça, c'est que je suis allé regarder depuis 2020 l'évolution des ressortissants La honte Dofla, je vais MP Ponce. Arrêtez, wesh. Arrêtez. algériens acceptés par le Un régime peu d'Alger. d'ému. Qu'est-ce qu'on constate? On constate que c'est au moment où Gérald Darmanin, le ministre de l'Intérieur, à l'époque, avait décidé de tordre le bras d'Alger, notamment sur la question de la délivrance de visa, que la courbe des ressortissants algériens acceptés s'effondrait. Et c'est au moment de la reprise des discussions diplomatiques, notamment entre le président de la République et le président algérien, que la courbe remontait. Donc vous pouvez dire bras de fer avec l'Algérie, mais si ça aboutit à ce que tout simplement l'Algérie ferme ses frontières et qu'on ne puisse pas renvoyer le moindre ressortissant, je ne suis pas sûr que ce soit exactement le projet politique qui est le Vous vôtre. voulez dire que la courbe remontait de 0 à 20 Non, beaucoup alors plus que qu'il y ça avait avant. des dizaines de milliers de clandestins algériens qu'on voulait renvoyer et qu'on ne pourrait renvoyer aussi les milliers de prisonniers algériens qui croupissent dans nos prisons et qui nous coûtent de l'argent. Il y a beaucoup de choses à faire avec l'Algérie, je peux vous dire. Éric Zemmour, je voudrais qu'on parle des chiffres de l'immigration, ceux de l'année 2024. Oh là là parus, Mais frérot, t'as pas une question à poser sur le... Je sais pas moi, sur la motion de censure, un truc comme ça, genre l'immigration après. Ah, c'est dinguerie. Avant-hier, les titres de séjour accordés la sont en hausse, thématique plus 1,8%, mais il y a plus d'expulsions et moins de régularisation Donnez les que chiffres. l'année dernière. Plus d'expulsions par rapport à quoi? C'est-à-dire qu'on est passé de 7% des OQTF à 8%? Non, là c'est deux choses. On parle des obligations de quitter le territoire français qui sont exécutées et on parle du nombre d'expulsions, plus 26,7%. Non mais bien sûr que dans ce débat, Éric Zemmour, chacun retient les chiffres qu'il souhaite. Benjamin Mais Duhamel, quand est-ce vous que- avez... Non mais est-ce qu'à minima, vous dites, est-ce qu'à Vous avez minima... fait du calcul quand même. Oui, ça Quand m'est vous arrivé, avez fait oui. 26% de 3 et 26% de 1 million, c'est pas le même nombre. Bon bah voilà, c'est tout ma réponse. Donc à aucun moment vous ne dites, vous qui ne cessez d'expliquer que les pouvoirs C'est un publics ouf, sont il a dans réponse à tout, laxisme quand même, fou, hein. qu'il n'y a aucune volonté de réguler Benjamin l'immigration. Duhamel, Là moi je regarde les chiffres et je vois plus d'expulsions et moins de Vous ne regardez régularisation. pas les chiffres. Vous regardez ce que vous a écrit le ministère de l'Intérieur. Moi, je vais vous donner les chiffres. Vous avez une immigration qui est à 320 000 entrées légales, 330 000 aujourd'hui, entrées légales, plus les 180 000 de droits d'asile qui ne sont jamais expulsés, qu'ils soient acceptés ou refusés. Ça vous fait 500 000 par an. Vous savez sur les... D'ailleurs c'est 360 Je 000 peux de continuer séjours, mais vous savez combien d'étudiants sur ces 360 000? Absolument, 100 000. Un peu plus de 100 000, 109 000. Merci. Ces étudiants-là, ils n'ont pas vocation à rester sur le territoire. Ces ils vont, étudiants-là, ils vont pour la repartir. plupart, ne servent pas à la France. Pour la plupart. Je veux bien qu'on prenne quelques dizaines d'étudiants vraiment haut de gamme qui apportent à la France. Le reste, franchement, ils ne payent pas les droits qu'ils coûtent parce que la France, les universités françaises refusent de faire payer plus cher alors que la loi les y autorise. Donc on arrête les étudiants étrangers. On arrête, sauf des profils vraiment haut de gamme. Ça ne sert à rien. Et Ah ouais, donc lui, pour lui, haut de gamme, hein, c'est vraiment de la haute valeur ajoutée sur le métier. Par exemple, les grands ingénieurs, peut-être sur l'IA, peut-être sur l'électricité, je sais pas, peu importe, ou le nucléaire. Mais tous les étrangers là qui font de la sociologie, vous nous faites chier. Les étudiants en psychologie, cassez pas les couilles. Nous, on veut des médecins, ingénieurs, le reste, on s'en branle. Non mais c'est un malade ce mec-là. Hein. Ce mec qui est malade, hein. Putain. Est-ce que c'est déjà le cas? Ah ouais? Vous pensez que c'est déjà le cas, les mecs? Parce que moi, littéralement, quand j'étais à la fac de Saint-Denis, la fac Paris 8, quand j'ai fait mes études de littérature, j'avais aussi des étudiants étrangers qui avaient vocation d'être peut-être écrivains, peut-être journalistes, peut-être professeurs de français ou de littérature, enfin peu importe quoi. Bah ça, c'est les mecs comme Zemmour, il ne veut plus les accueillir en France. Ça ne les intéresse pas, ces étudiants, genre. Lui, il veut que des métiers à haute valeur ajoutée. Et les gars, c'est ce que je vous dis depuis des semaines. Et vous avez attrapé ma veste par rapport à ça, je veux que vous devez vous excuser. Vous devez vous excuser, les mecs, parce que ça fait des semaines que je vous dis, les amis, en ce moment, l'extrême droite, ils attrapent la veste des métiers qui puent sa mère d'après eux. Genre les sociologues, les psychologues, les quoi encore, j'en sais rien, moi, des métiers de merde à leurs yeux où ça n'a pas une valeur comme ingénieur en électricité, tu vois ce que je veux dire?
On est désolé, Dofla, je vous excuse. Mais là, maintenant, il y a cette méta, les mecs. Il y a cette méta. Genre, par exemple, quand Inoxtag, il s'est fait tentative de kidnapping, cambriolage et tout, bah, les mecs d'extrême droite, ils sont en mode ah, mais on va pas pleurer, ce mec, c'est un déchet de la société, il sert à rien, il joue à des jeux vidéo et il est payé pour ça. Va travailler à l'usine, bouffon. Bah, frère, c'est des mecs comme ça, quoi. C'est des profils comme ça. Voilà. Pour la plupart, ils restent en Et France. à quoi vous voyez Tous les le métiers, profil voilà, Williams exactement. Tous les métiers de la culture aussi, tous les métiers du show business, tous les métiers qui. À part Cyril Hanouna qui peut garder son métier, bah le reste, et Pascal Pro, le reste, c'est que des métiers de merde, genre. Des profils haut de gamme, des gens qui ont des Détestent diplômes la culture, supérieurs ces mecs. et qui Ouais, peuvent ouais. vraiment apporter à la recherche française, etc. Morandini aussi, Sinon, ça hein. ne Non, mais sert pour à dire rien. les choses, C'est Éric une Zemmour, quand vous machine dites à les profils haut de immigration. gamme, c'est selon le pays d'où ils viennent. Pas seulement. Ah bon Il y a par exemple des Marocains qui sont très forts en maths. Il y a des D'accord. Marocains qui sont à Polytechnique. Ceux-là, je les respecte et je serais heureux de les accueillir. Et donc on passe à combien, à peu près combien d'étudiants on mais, accepte 1000. 1000. Ça ne sert plus à rien. Donc on passe de 110 000 Absolument. à 1000. Absolument. D'accord. Il y a aussi le regroupement familial. À peu près 90 000, 100 000, vous avez le chiffre exact. Moi, vous le dis de tête. Faut savoir un truc, les gars, c'est que Éric Zemmour aussi, il veut bloquer les visas étudiants. Pourquoi ? Parce qu'il il le dit pas à la télé, hein. Parce que tout à l'heure, Benjamin Duhamel, il a dit que c'est des étudiants qui viennent en France, mais ils ont vocation à repartir. Mais lui, Zemmour, il veut drastiquement réduire le chiffre parce qu'il veut pas le dire frontalement, mais il pense qu'il y a des étudiants étrangers qui restent aussi en France et comme il est dans sa théorie de grand remplacement, je sais pas quoi, même les étudiants étrangers, il n'en veut pas, quoi. Ou très petit chiffre. Il veut être très sélectif là-dessus, quoi. N'importe quoi, ça. Parce que ça dure depuis des années. Ça N'importe aussi, quoi. on arrête. On arrête. Voilà. Vous voyez, déjà là, ça fait des grosses masses. C'est ça, les vrais enjeux. C'est ça quand vous parlez de nombre. Après, vous avez aussi Ils ont la fitna, le ouais, droit ouais, humanitaire, toujours. etc. Et vous avez le droit d'asile. Moi, je pense qu'il faut le droit d'asile. Et vous savez, le droit d'asile, Oui. est-ce que c'est le droit d'asile au départ? C'est Victor Hugo qui va à Guernesey. Oui, j'avais eu l'occasion de vous interroger pendant l'élection présidentielle. Vous disiez c'est Victor Hugo et Solzhenitsyn. Oui. Donc ça veut dire que les femmes afghanes qui sont persécutées par le régime des Elles restent talibans, en Afghan. Elles restent en Afghanistan. donc où elles n'ont le droit de rien faire, où elles sont persécutées, restent chez elles, pas le droit d'écouter de la musique, pas le droit de travailler. Et alors Attendez, vous de savez pied en combien cap avec vous savez le Burkina. combien- Si elles souhaitent quitter l'Afghanistan pour éviter la vous persécution, voulez ce accueillir n'est pas la vocation de la France de les accueillir. Non. Vous What voulez accueillir toutes les femmes afghanes, parce que toutes les femmes afghanes vivent comme vous le dites. Donc ça vous fait 10 millions de personnes, 20 millions de personnes. Vous allez les accueillir dans votre salon? Non, mais Bien du c'est courage. assez étonnant. Non, Éric mais Zemmour. moi aussi, Non, mais Éric je Zemmour. veux vous montrer. Non, mais Je veux vous Ah, montrer. j'avoue que là, Benjamin Duhamel, il s'est pris les pieds dans le plat, là. Comment tu peux rebondir à ça? Bonne chance. Là, il a... Ouh là 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 là. les limites de votre Ouh. pseudo-humanisme. Mais c'est pas du Voilà. pseudo-humanisme, Éric Zemmour, puisque Humanisme, vous citez. ça finit par un Afghan qui va Non. tuer un gamin demain. Je parlais dans le des femmes, métro. je parlais des Ça femmes finit- afghanes, Éric Zemmour. Je parlais Mais des femmes les femmes afghanes. afghanes, elles ont des enfants. Les Et femmes je afghanes. m'interroge sur d'abord comment dire, le fait que vous ne cessez de vanter la spécificité française, le message que la France a apporté au monde. Que vous parlez il y a un instant du droit. Attends, bonsoir mon père. Attends, bonsoir Dofla. Mon père est décédé depuis 1 an, qu'il repose en paix. Et ma mère a été opérée d'une tumeur et vit toute seule du coup en Algérie. Alors que moi, mes frères et ma sœur, on vit en France. Donc on laisse notre mère là-bas ou on abandonne notre vie en France alors que j'ai fait toute ma vie... Enfin, alors que j'ai toute ma vie ici à les écouter bien sûr. Mais après, toi, c'est ce que tu veux, toi. Genre, est-ce que là, tu veux retourner en Algérie pour rester auprès de tes parents, enfin, auprès de ta mère, pardon, que tu veux la rapatrier en France? Qu'est-ce que toi, tu désires? Je pense que la France, elle peut t'écouter par rapport à ça, quoi. C'est pas monsieur Éric Zemmour qui va te dicter ce que tu veux faire. C'est intime comme choix, oui, voilà, c'est ça. On va pas, nous aussi, le chat, on va pas aussi te dicter ce que t'as envie de faire. T'as capté? La question, elle est difficile, évidemment. Droit d'asile, en C'est disant le droit personnel, d'asile, pour c'est le coup, notamment c'est Victor Hugo. La France de Victor Hugo, elle accueille pas les femmes afghanes en Non, France. la France de Victor Hugo, elle n'accueille pas les femmes afghanes. Ah bon? Parce que le droit d'asile à l'époque de la France de Victor Hugo, c'est uniquement pour des gens qui sont comme Victor Hugo, c'est-à-dire des réfugiés politiques et des grands intellectuels. Aujourd'hui, on a... Eh, j'aurais trop aimé, les gars, j'aurais trop aimé savoir... Oh, attends, oh putain, ChatGPT, j'ai besoin de toi, ChatGPT, s'il te plaît. J'ai besoin de toi. Oh, j'ai la question du siècle. Attends. Allô? J'ai besoin de toi, s'il te plaît, Hachik, j'ai besoin de toi, réponds-moi, s'il te plaît, j'ai besoin de toi. ChatGPT, est-ce que t'es là, s'il te plaît? S'il te plaît. Oui, je suis là. Tout va bien? Comment puis-je t'aider?
Alors, tu connais Victor Hugo? Oui, bien sûr. Victor Hugo est un célèbre écrivain français. On s'en fout, on s'en fout, Connu- on s'en fout, on s'en fout, on s'en fout. Je parle. Attends, écoute-moi s'il te plaît. Alors, attends, je vais essayer de bien formuler ma question. Attends, laisse-moi réfléchir. On a beaucoup de partis politiques en France. J'aimerais savoir idéologiquement lequel se rapproche le plus de Victor Hugo. Genre, Victor Hugo, il aurait signé chez qui? La France Insoumise, Reconquête, le RN? Victor Hugo était un fervent républicain et un humaniste engagé pour la justice sociale. Ok. Il aurait la France insoumise, vu ses valeurs humanistes et sociales. Qu'en penses-tu? Jure, Victor Hugo avec de la LFI. Nah. Incroyable. C'est vrai, c'est fascinant de voir comment ces idées résonnent encore aujourd'hui. Incroyable. Vas-y, dis-moi ton body count vite fait. Je n'ai pas de compte. Et toi, Ah ok, bon. comment ça va? Ok, c'est vrai. C'est vrai. Je pars en couille. Ajouté des conditions de droit d'asile, on a ajouté Je pars en pour couille, les je pars en femmes couille. persécutées, pour les homosexuels. Vous savez, les homosexuels dans tous les pays musulmans, ils sont persécutés. Et dans tous les pays africains. Donc vous allez tous les accueillir? Vous voyez bien que c'est délirant. Vous voyez bien qu'on est sorti de la raison. Donc il faut arrêter. Et les ça. chrétiens d'Orient persécutés, ça, on accepte? Les chrétiens d'Orient, vous savez, ils ne Oula. sont pas en si grand nombre. Ah, donc ça Et- va. Mais ce sont des chrétiens. Mais moi, je D'accord. fais la différence. Ouais. Je fais la différence parce que nous sommes un pays. Donc les femmes de afghanes, c'est culture non, mais les chrétienne. chrétiens d'Orient, c'est oui. Les chrétiens d'Orient ne sont pas des millions et des millions comme les femmes afghanes. Un. D'accord. Et deuxièmement, les chrétiens d'Orient, comme leur nom l'indique, ne sont pas musulmans. Je fais Oui. la différence entre les Ah musulmans ouais. et les chrétiens parce que je pense qu'il y a une différence civilisationnelle et que nous sommes un pays de culture chrétienne et que les musulmans, sauf exception, évidemment, par exemple, les Kabyles qui se détachent d'un islam rigoriste et qui veulent s'assimiler à la culture française, à part cela, ne veulent pas s'assimiler à la culture française et ça donne l'islamisation du pays, c'est-à-dire que c'est des villes qui ne sont plus françaises, qui sont islamisées. Mais vous m'avez déjà entendu dire ça. Quelle ville est islamisée? Vous savez, vous allez n'importe où en France, Non, il va dire Saint-Denis. Non, il va dire Saint-Denis, ce bâtard. vous avez des quartiers entiers, vous avez des banlieues, vous avez Marseille, Mais à quoi avez vous voyez Roubaix. à quoi vous voyez que c'est Oh, il a pas dit Saint-Denis. Let's go. Il a pas dit Bah, vous Saint-Denis. savez, quand vous avez dans les rues, au marché, 80% de femmes voilées, quand vous avez dans les rues des boutiques qui sont toutes halal, moi j'appelle ça un pays et une ville islamisée. Enfin, on peut Oui, vous aller portez, dans un- vous portez vous portez une djellaba, vous, quand vous sortez? non, enfin, c'est Non, pas parce bah que alors moi Benjamin Duhamel ne dit j'emportune, pas de c'est pas bêtises. parce que moi Ne j'emportune faites que je pas considère. semblant, Non mais ne faites Éric pas Zemmour, semblant de Éric ne Zemmour, pas comprendre ce que je dis. attendez. Écoutez, on peut ne pas avoir un discours irénique sur l'islam. Il est un peu mauvais humaniste, Benjamin Duhamel. Je sais qu'il veut poser des questions pour essayer de le bousculer un peu, mais c'est un peu un exercice mal amené. Parce que là, il a parlé des femmes afghans, il s'est pris les pieds dans le plat. Là, il parle de l'islam, il parle aussi avec les chrétiens d'Orient. Il se prend un peu les pieds dans le plat à vouloir faire le faux humaniste, enfin le vrai humaniste pour le coup. L'islam, voir les dangers de l'islamisme, voir effectivement parfois la façon dont les Français peuvent être interrogés par certains signes ostentatoires, le voile intégral ou autre, sans forcément considérer qu'il y a des villes françaises qui, comme vous le dites, où tout le monde porte le voile et où le simple fait qu'il y ait un commerce halal signifie que ces villes sont islamisées. Le droit à la nuance que vous revendiquez, Éric Zemmour, sur D'ailleurs, il abuse un peu, Éric Zemmour, parce que par exemple, à New York et même à Los Angeles, quand j'y étais, bah excusez-moi, les Américains, il y a beaucoup de musulmans aussi, à Los Angeles, et non pas à Las Vegas. Quand j'étais à Los Angeles et San Francisco, il y avait quand même pas mal de restaurants halal aussi, hein. Enfin, c'est pas le scandale du siècle d'avoir de la bouffe halal, de la boucherie halal, enfin, excusez-moi, c'est dans toutes les villes de France, bordel, dans toutes les villes de France, on a une boucherie halal, enfin, c'est pas le scandale du siècle. C'est quoi ça? Ça s'appelle la mondialisation, exactement, monsieur Lexington. Wesh, le pseudo de fou. Benjamin sujet, Duhamel, j'ai pas est-ce le- que- Incroyable de débattre sur le halal. Vraiment, le débat, il pue sa mère. Vraiment, c'est quoi ça? C'est low, c'est très low, c'est low IQ là. sentiment que vous l'ayez sortez là-dessus. de temps en temps Oui, ça de m'arrive, votre oui, oui. studio? Est-ce que vous Ça m'arrive, oui. sortez de temps en temps du 6e arrondissement? Oui, ça m'arrive. Bon, et ben alors, Oh, vous c'est verrez ce une que je dis dinguerie et de tous les faire ça. Français le voient. Et j'ai pas le sentiment, Éric Zemmour, que entre vous et moi, il y en ait un qui sorte davantage que l'autre ou pas. Si, moi je sors Ah bon bien davantage que vous. D'accord. Ah bah oui. Ah, c'est une dinguerie. En plus, ce mec-là, c'est pas possible. Vous allez me faire croire que Eric Zemmour n'a jamais mangé halal de sa vie
Éric Zemmour et Sarah Knafo n'ont jamais mangé halal, genre. Arrêtez, pitié, wesh. Oui, parce que Écoutez. tout simplement, je vais dans toute la France pour aller voir les militants de mon parti. Ouais. Et du coup, je me balade en France partout. Un mot encore sur l'immigration, toujours dans cette idée de leitmotiv que les pouvoirs publics ne seraient pas à la hauteur. Vous avez vu ce qui a été discuté aujourd'hui à l'occasion de la niche des Républicains, le fait de restreindre le droit du sol à Mayotte. Il n'y a pas de laxisme là. Il y a une volonté d'agir face effectivement à un phénomène migratoire à Mayotte hors de contrôle. Il faut supprimer le droit du sol, pas seulement à Mayotte, dans toute la France. Oui, Laurent Wauquiez dit à peu près ça. Ah Il ouais, dit qu'il faudra se t'es poser la lax, question. Ben, il l'a pas fait quand il était ministre et LR ne le fait pas toujours pas alors qu'ils sont dans la majorité. Donc on se pose la question. Moi, ça fait des années que je dis qu'il faut le faire. Il faut, voilà, il y a beaucoup de choses à faire. Éric Zemmour, je voudrais qu'on parle d'économie et du budget 2025. Adopter les motions de censure. Ouh là là, putain. Ouh là 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 là. Oh. Là, c'est un terrain qui ne l'intéresse pas, là. J'ai l'impression qu'il va faire... il va faire le pont entre le budget et l'islam. Attendez les mecs, ça va arriver. Et les étrangers aussi, ça va arriver. Ont été rejetées. Attendez. C'est une bonne nouvelle pour la France ou pas? Ça dépend sur quel plan on se place. Si on veut dire qu'il faut de la stabilité, que la précédente motion de censure avait coûté de l'argent à la France, puisque les entreprises s'affolent, puisque les investissements sont retardés, etc., je vous dis, c'est une bonne nouvelle. Maintenant, si vous voulez me dire que c'est un bon budget, là, je ne vous dirai pas la même chose. C'est un très mauvais budget. C'est d'ailleurs... Mais c'est un mauvais budget qu'il fallait renverser en votant la motion de censure ou pas? Laissez-moi finir. C'est un très mauvais budget qui est le frère jumeau du budget de Barnier, pour lequel M. Barnier a été renversé. C'est là que je ne comprends plus, moi, le comportement des groupes à l'Assemblée. Par exemple, du Rassemblement Du national. Rassemblement national, mais aussi du Parti socialiste. Ces deux groupes ont voté la motion de censure contre le budget de M. Barnier, en disant que c'était un mauvais budget. Ils avaient raison de dire que c'était un mauvais budget. Et désormais, ils ne votent pas la censure contre M. Bayrou, alors que c'est quasiment le même budget. Et donc vous auriez voté la censure, vous? Moi, j'aurais pas fait la même chose. J'aurais, depuis le début, si j'avais eu la chance d'avoir un groupe aussi important que Oui, d'avoir des députés. ou même le Parti socialiste, Il n'y a pas de j'aurais député. demandé des choses au début de la discussion budgétaire. Ça a commencé en septembre. Des choses claires, précises, des réductions de dépenses. J'aurais dit que je ne veux pas d'augmentation d'impôts. Or, on a fait exactement le contraire. On a fait des augmentations d'impôts et pour les réductions de dépenses, on s'est contenté de passer un rabot, vous savez, la fameuse technique, qui ne sert à rien. Mais on va parler de ça dans un instant, mais si vous étiez parlementaire, puisque, pardon, responsable politique, moi je vous prends au mot, c'est pour ça que je vous pose des questions d'opérationnalité. Si vous aviez été député là, est-ce que vous auriez censuré ce budget? Je vous ai dit que je n'aurais pas fait la même chose. Donc moi, je ne veux pas censurer depuis le début les gouvernements avec ce budget, mais je dis, il faut modifier ce budget. Si je n'arrivais pas, si je n'étais pas arrivé, à modifier ce budget, peut-être mon comportement aurait été différent. Et encore, ça dépend de la puissance de mon groupe. Mais le Rassemblement national, c'est quoi? Au fond, ils regrettent de perdre leur influence, puisque désormais que les socialistes négocient avec le gouvernement, ils n'en ont plus. Ils manquent de cap. Je vous l'avais dit qu'ils perdraient leur influence, puisque évidemment que M. Bayrou, maintenant, s'est rapproché des socialistes et que donc ils n'ont plus la possibilité de renverser le gouvernement. Mais moi, je ne comprends pas ni le Rassemblement national, ni le Parti socialiste. Je veux dire, soit on dit on ne veut pas censurer pour respecter la stabilité, soit on dit on censure parce que le budget est mauvais. Vous voyez, c'est pas la même chose. Si on censure parce que le budget est mauvais, il faut censurer les deux, parce que ce sont les mêmes. Et même, je vais vous donner un exemple. Il est même peut-être pire, celui de M. Bayrou, que celui de M. Barnier. Je vous donne un seul exemple que j'ai vu aujourd'hui. Le régime de la TVA pour les micro-entrepreneurs. Exactement. Alors les amis, update par rapport à ça, parce que c'est une fake news ça. D'ailleurs, il est 19h18, faut actualiser tes données, mon gars. Si je dis pas de bêtises, l'Assemblée nationale a suspendu la hausse de la TVA sur les auto-entrepreneurs, les mecs. Il me semble que j'ai vu la news passer, ça a été suspendu. Donc ça a été suspendu depuis des heures et des heures. Ils n'ont pas les updates, c'est bizarre. Vous l'avez vu quand dont le seuil est abaissé à 25 000 euros par an. Eh bien très bien, vous avez vu. À 25 000 au lieu de 37 500 euros par an. Honnêtement, ça veut dire que ces petits auto-entrepreneurs, j'en connais beaucoup, il y en a dans ma famille. La plein. Dont la moyenne de chiffre d'affaires annuel est très en deçà de ce seuil des 25 000. Pour cadrer le débat. Ça dépend lesquels. Il y en a qui ont... Il y en a qui se débrouillent mieux. Vous savez, c'est pas des sommes astronomiques, 25 000 euros par an. Ça fait 2 000 euros par mois. C'est pas non plus la fortune. Donc ces gens-là, on va leur demander de soit augmenter leur prix de 20%, 25%, soit
de réduire gratter, de leur réduire la marge de marge. 25%. Ouais. Ils n'y arriveront ni l'un ni l'autre. Donc on va les tuer. Donc je dis, moi, que... j'ai même vu que le Rassemblement national avait proposé, il y a quelques semaines, la même mesure avec le taux, le ratio encore plus bas. Donc c'est vous dire, là je ne comprends plus. Je trouve que Et vous vous retrouvez de ce point de vue-là au diapason également de la France Insoumise qui proteste contre cet abaissement du seuil. Et ce ne sont pas les seuls. J'aimerais, Éric Zemmour, ils ont raison. qu'on rentre dans le détail de votre vision économique, puisque vous venez de dire il aurait fallu baisser les dépenses beaucoup plus fortement, ne pas augmenter les impôts. Et au fond, on voit bien, en vous écoutant en écoutant également Sarah Knafo, députée européenne, cette idée qu'il faudrait reproduire en France ce que va faire Elon Musk dans les jours et dans les semaines à venir, ce qu'a fait également le président argentin Javier Milei, l'idée de couper à la hache, à la tronçonneuse, certains diront. Et là, moi, je suis étonné, quand j'ai en face de moi un nationaliste, cette façon de vouloir dupliquer, calquer des recettes, etc. Est-ce qu'au fond, c'est la France Est-ce que c'est cohérent avec la culture de l'État de vouloir appliquer ce type de recettes? Le président argentin, il me fume. Moi, je suis tout à fait conscient que c'est l'État qui a fait la France. Ça, vous ne m'entendrez jamais dire le Et contraire. pourtant, vous voulez sabrer dans cet État. Laissez-moi finir. Laissez-moi finir, Zébé. Vous ne m'entendrez jamais dire le contraire. Je connais un peu mon histoire de France et je sais que c'est l'État qui a fait ce pays. Deuxièmement, là où je ne vous suis pas, il ne s'agit pas de dupliquer, copier, que sais-je encore. Il ne s'agit pas non plus de ne pas être nationaliste, comme vous dites, ou patriote. Vous savez, les plus grands, peut-être, nationalistes de l'histoire de France, en tout cas les gens les plus sourcilleux quant à la souveraineté de la France, je pense à Napoléon Bonaparte ou au général de Gaulle, sont justement ceux qui étaient le plus sensibles à la notion d'équilibre budgétaire. C'est général de Gaulle qui a la création de la sécurité sociale. Donc là, Bonaparte. Ne mélangez pas tout. Non, je mélange pas tout, mais présenter général de Gaulle comme un héritier présenter général de Gaulle comme un héritier de Milei ou d'Elon Musk, aucun rapport. Vous mélangez tout, Benjamin Duhamel. Le général de Gaulle, quand il revient au pouvoir en 1958, il a comme conseiller le libéral Jacques Rueff, qui lui dit qu'il faut un équilibre budgétaire. Et le général de Gaulle va imposer jusqu'en... Mais vous voyez, les gars, cette notion de culture historique de la France, ces notions-là, par exemple, il a dit un blaze, là, le libéral... Attends, il a dit quoi comme nom? Bref, le nom, Bardella, il le connaît même pas. Marine Le Pen aussi, elle n'a pas cette culture-là. Et vraiment, Éric Zemmour, sans le sucer, les amis, hein, Éric Zemmour et Mélenchon, ils apportent cette culture politique qui manque aux nouvelles personnes qu'on a. Par exemple, Bardella, qui est le premier politique suivi de TikTok. Bah, quand tu l'écoutes sur le débat, quand elle avait expliqué la notion de... Enfin, sa réforme des retraites version RN, le mec, il s'est pris les pieds dans le plat. Marine Le Pen, quand elle parle, elle a aucune... Tu sais, elle a pas de rapprochement, de référence historique, culturelle et politique avec l'ancien temps français. Ça manque de tout ça, gros. Hein. Ouais, Éric Zemmour, c'est un gros morceau à contrer. Genre, Éric Zemmour et Mélenchon, c'est des putains de mastodontes dans cette culture historique politique. Sans faire le suceur, les mecs, hein. Je suis pas d'accord avec ses idées, mais il a ce bagage-là qu'il apporte aux médias. Ce que Marine Le Pen et Bardella, bah, ça manque de tout ça, les mecs. Hein. Ça manque de tout ça, hein. Après, évidemment quand il cite des Victor Hugo, quand il cite des Charles de Gaulle, etc., il va révisionner, on va dire, enfin, comment dire ça? Il va revoir la copie, il va revoir et il va le mettre à sa sauce. Vous voyez ce que je veux dire ou pas? Il va le remettre à sa sauce, évidemment. Et si le journaliste n'a pas les bons arguments parce qu'il n'a pas cette référence historique, ou un député, un débatteur, bah il va être perdu, les mecs, hein. Il va être perdu. Parce qu'il est pointu dans ses références et il peut retourner le truc à sa sauce. Mais si le mec qui réceptionne ce débat-là ne peut pas le contre-argumenter parce qu'il n'a pas de référence historique, bah il est perdu. Hein. Mais mec, tu mets un Zemmour versus Bardella. Zemmour versus Bardella, mais Bardella, il est mort. Il est mort, gros. Il tient même pas 5 minutes, mec. Il tient même pas 5 minutes. Il se fait tuer, mec. Et c'est pareil pour Marine Le Pen. Et Mélenchon, c'est pas Mélenchon contre Zemmour, hein. Mais Mélenchon contre Marine Le Pen ou contre Bardella, ils sont morts. Ils sont morts, gros. Vraiment, il se fait laver. En 1968-69 de son départ, un strict équilibre budgétaire. Et pourquoi? Parce que qui dit déficit dit dette. Qui dit dette dit dépendance par rapport à ses créanciers. Le général de Gaulle ne veut pas... Attends, t'as dit quoi,
il est pas si ouf, n'importe quel mec de prépa lettres détruit Zemmour. Non, mais en fait, c'est de la science politique. Je dis pas que le niveau, il est fort ou il est extrêmement fort. Je dis simplement que il a plus de bagages par rapport à un autre, Frigg. Je dis pas que c'est le boss non plus. Je dis qu'il est plus calé que ce qu'on a actuellement. C'est juste ça que j'ai dit. Hein. De dépendance par rapport Alors aux vous, créanciers. alors vous coupez Donc, où, Éric le Zemmour général de Gaulle, Ouais. non seulement a tenu un équilibre budgétaire strict pendant 10 ans, Ah oui, il est mais révolu de dans plus, l'histoire, ça par contre, j'ai pas dit le contraire, sous hein. le général de Gaulle, vous savez combien d'accord. on était de prélèvements obligatoires, mon cher Benjamin Duhamel? On était très nettement On était à inférieur. 33% de prélèvements obligatoires par rapport au PIB, on est aujourd'hui à 48%. Ah là là, mais vous comprenez pas ce que je dis, putain. Donc faut mentir avec Apon pour l'histoire pour avoir raison. Je vous ai déjà dit, les mecs, que sur l'histoire de la France, il y aura toujours des historiens qui ne seront jamais d'accord, et c'est pareil pour les politiciens, c'est pareil. Je vous ai simplement dit que si tu n'as pas un bagage historique pour contre-argumenter sa révision de l'histoire, tu vas te faire manger. C'est tout ce que j'ai dit, wesh. Oh. Ah, j'ai l'impression que je parle pas français. Et Jacques Chirac C'est m'a même pas une raconté dinguerie ce un que j'ai jour dit en plus. une anecdote. Il était le Il y a toujours secrétaire mille d'État au interprétations de budget, l'histoire, mais sous oui. l'autorité de M. Giscard d'Estaing, ministre de l'économie et des finances. Mais du coup, si tu mens en face... Mais frérot, même s'il ment, justement, en parlant de ses références historiques, si par exemple Bardella ne peut pas contre-argumenter parce qu'il n'a pas de référence historique, bah le mensonge, il va passer comme une lettre à la poste. C'est tout ce que j'ai dit, putain, mais... C'est pas une dinguerie, wesh. Oh là là. Non. Bon, Il c'est pas voit grave, le c'est général pas de grave. Gaulle. C'était, pour tout vous On se raconter, comprend pas, c'est pas en grave. 68, à Grenoble, le général de Gaulle allait inaugurer les Jeux Olympiques de Grenoble. Et de Gaulle lui demande, Chirac, T'inquiète, on a compris. Merci, à les gars. combien Merci. sommes-nous de prélèvements obligatoires? Merci. Chirac dit 33%. Et de Gaulle lui réplique, c'est très bien comme ça, et vous y restez. Je suis pas d'accord. Voilà frérot. la C'est pas pensée grave, du c'est général pas de grave, Gaulle. c'est Donc, pas grave. Éric Alors Zemmour. ne faites pas un socialiste ou un Vraiment, c'est pas étatisme. grave. Donc, Éric Zemmour, L'État et l'étatisme, ce n'est pas la même chose. où est-ce que vous coupez En plus, on le voit à l'écran en ce moment, le journaliste il s'est endormi. Ben ouais, le journaliste il est perdu, c'est ce que je les ai dit. C'est ce que j'ai dit, les mecs. Où est-ce que je coupe? Très bien, bonne question. Vous voyez, déjà on a réglé cette question. Où je coupe? D'abord, il y a énormément de D'agences. gabegie. Il parle des L'État agences. se disperse, Il parle se répand d'agences. partout. Ouais, voilà. Des allocations pour les vélos, pour les voitures électriques, pour Les le agences. pass culture, je vais vous raconter, je vais vous Qui dire... sont des sommes, Éric Zemmour, Dérisoires. 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 Donc, quand on parle d'une Oui, dette oui, qui oui, équivaut oui, à 110% oui, de attendez. de ce qu'on produit, bon. Vous savez, si vous me laissez pas... Non, mais je finir, vous laisse. je dirai pas. Je commence exprès par les petites sommes. Mm. Je peux vous amuser avec... Il y a un ton 5 méprisant, millions pour ouais, la ouais. protection de la précarité menstruelle. Il y a 1 million pour des allocations aux Ouais. étrangers migrants qui rentrent chez eux. Vous voyez, des sommes dérisoires. Enfin, les petits ruisseaux font les grandes rivières. Et il y a des grosses sommes. Il y a, par Oh, le exemple, les sourire. subventions aux associations, beaucoup politisées, qui se retournent contre l'État. On l'a vu là encore avec le procès Boilem. Là, c'est plus des Boilem. petites sommes, hein, c'est 11 milliards. Et avec les subventions données par la sécurité sociale et par les collectivités locales, ça fait 23 milliards. D'accord, mais Je Éric Zemmour, continue. mais chacun sait que la personne qui veut couper dans les dépenses publiques doit s'en prendre à la sphère sociale. Dans la sphère sociale, est-ce que Ça, attendez, est-ce que vous baissez les attendez. nombres de fonctionnaires? Non, mais Non, non, attendez, non. Tu vois, par exemple, il parle même pas de fraude fiscale. Dans le discours de ces mecs-là, c'est tout le temps les petits qui payent, le social qui paye, le mec qui trinque. Il n'y a jamais de délire de fraude fiscale qui pèse des milliards, de l'argent qui est envoyé en Suisse, aux îles Caïmans ou je ne sais pas quel pays bizarre. Mec, c'est n'importe quoi. Parce que là, vous me parlez de choses Non, qui sont là, assez vous- anecdotiques, écoutez. Éric Non, c'est Zemmour, pas en termes anecdotique. de montant. En 11 termes de milliards, montant. c'est anecdotique. 23 milliards, c'est anecdotique. Les 20 milliards de subventions aux éoliennes, c'est anecdotique. Les 110 milliards de la politique de la ville depuis 2010, c'est Non, anecdotique. mais là, on parle d'économie à faire maintenant. Est-ce là. que c'est anecdotique, ça? Ouais. Est-ce que c'est anecdotique? On parle d'économie à faire maintenant. Je Éric peux Zemmour. continuer comme ça pendant toute l'émission. Hum. Hein, c'est pas anecdotique. C'est des dizaines et des dizaines de milliards. Les agences administratives indépendantes, Voilà, les agences, voilà. 1200 agences, 80 milliards. C'est anecdotique, Benjamin Duhamel? 80 milliards. Il reprend le même narratif que Sarah Knafo qui a aussi fait un bilan des agences qui dépensent énormément. Enfin, l'État dépense énormément d'argent à travers ces agences-là. Et elle veut couper tout ça un peu à l'image de monsieur Millet de l'Argentine. Voilà, le président argentin.
Donc on les supprime toutes, les agences Oui, on administratives? supprime beaucoup. On taille dans le vif. On taille dans les Ah ouais. associations, dans les subventions aux associations. Ah On ouais. taille dans la politique de la ville. On supprime tout ça. Oui, tout ça, on supprime. Ça, c'est les Ouah. gaspillages. Hum. Après, il y a la bureaucratie. Oh putain. Je n'élude pas le social, mais Hum. d'abord la bureaucratie, avant le social. Il y a la bureaucratie. La bureaucratie, qu'est-ce que c'est? Il y a trop de Ça veut fonctionnaires. dire qu'il y a de plus en plus de normes partout, à l'hôpital, dans l'école, dans l'administration, etc., et qui coûtent de l'argent, et qui en plus créent de la bureaucratie sans cesse, avec des fonctionnaires toujours en grand nombre. Je vous donne un exemple très vite. L'hôpital. 30 milliards donnés aux ARS. 6 milliards, dont 6 milliards pour les services administratifs. Dans les 100 000 personnels de l'HPHP, l'hôpital parisien, Ouais. il y a 30 000 administratifs. De moins en moins de médecins et de plus en plus de personnel Donc on baisse le administratif. budget Donc, du ministère de la Santé. On supprime des postes administratifs. Pas des gens qui sont devant les... Est-ce qu'on baisse le nombre d'enseignants? Par exemple, il était dans la négociation, il y avait 4000 postes d'enseignants J'allais qui vous étaient dire la en même chose pour suspens. Qu'est-ce qu'on fait? On ne supprime pas des postes d'enseignants, on supprime des postes d'administratifs dans l'éducation nationale. Là aussi, c'est comme l'hôpital, il y en a de plus en plus. Et après avoir fait tout ça, vous voyez, vous savez, on est suradministré en France. On a 85 fonctionnaires pour 1000 habitants, alors que les Allemands n'en ont que 56 pour 1000 habitants. Est-ce qu'on est moins administré qu'eux? Est-ce que leur service public marche? Attends, mais ça a vérifié ce chiffre. Il est sérieux là? Vraiment? Ils ont moins de fonctionnaires que ça à ce point, les Allemands? What the fuck? moins bien que nous? Non. Ah oui? Et Donald Trump, c'est un modèle ou pas? Écoutez, je vous ai dit, il y a une vague en ce moment. On voit bien qu'en Europe et en Occident, il y a la volonté des peuples occidentaux de défendre leur identité, on a parlé d'immigration tout à l'heure, et leur liberté d'expression, et leur liberté Et vous diriez que économique. c'est un modèle ou pas, Donald Trump? Et c'est une vague globale. Mais dans laquelle vous vous inscrivez, vous étiez à Washington oui, pour l'investiture. justement, Vous dis-le assumez que pas t'es tout à fait de son- dire Bah, que c'est assume-le. votre modèle? je veux... La parce grande que vague de la j'essaye piraterie. d'être un peu plus subtil que vous. Ah, vous n'êtes pas sur Et tous les c'est pas sujets, Éric difficile. Zemmour, si je peux me permettre. Non, j'essaye de vous faire comprendre qu'il y a une vague occidentale, que Donald Trump est le sommet de la vague. Parce Dis-le que tu le les suces. Bah États-Unis ouais. sont la puissance dominante. Mais est-ce qu'il en faut Occident. s'inspirer? Est-ce qu'il faut Oui, s'inspirer de lui? Il faut s'inspirer de cette vague. Moi, je fais partie de cette vague. Donc, évidemment, que je ne vais pas dire, je ne m'inspire. Mais c'est pas lui qui m'inspire ou moi qui l'inspire. D'accord. C'est une vague globale. Vous savez, en Occident, dans l'histoire de l'Occident, c'est toujours comme ça. Quand il y a un phénomène politique, idéologique, économique, culturel, qui naît quelque part, il se répand dans tout l'Occident. Éric Zemmour, Le puisque wokisme, vous dites par que exemple. c'est un modèle, en tout cas quelqu'un qu'on doit regarder, vous parlez de cette vague. Est-ce que quand Donald Trump propose que les États-Unis aient pleine souveraineté sur Gaza et d'en faire la nouvelle Côte d'Azur, est-ce que là encore vous considérez que c'est un exemple qu'il faudrait suivre? Vous voyez pourquoi je vous voyais venir? Parce que je vous connais un peu, vous voyez, Jamal Duhamel. Donc je savais que si je disais « Ah oui, il m'inspire », vous alliez me sortir un truc qui n'a absolument rien à voir avec le budget, en me disant « C'est pas Ah, vous avez anecdotique, vu la politique internationale de Donald s'est Trump. fait non. piéger. Vous avez très bien compris. Il s'est Vous êtes de piégé. mauvaise foi et Ah je bon vous connais. Et pourquoi Donc c'est de là, mauvaise foi? En l'occurrence, Benjamin Duhamel, je vais vous parler d'économie et de budget. Et moi, je vous parle d'international. Maintenant, vous me parlez de politique étrangère, ce qui n'a rien à voir. Maintenant, on peut parler de Gaza, on peut parler de cette proposition. En Oula. fait, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'il faut séparer les Israéliens des Palestiniens. Est-ce que ça passe par... Vous savez, la paix passe parfois par des mesures de séparation. Les frontières, ça sert à ça. Séparation, c'est-à-dire Séparation. Vous savez, c'est-à-dire que tous les par Palestiniens exemple- de Gaza par exemple- partent et quittent la bande de Gaza. Par exemple, il n'y a eu de paix en Inde et au Pakistan que parce que les musulmans et les hindous se sont séparés et ont fait deux États, le Pakistan d'un côté et l'Inde de l'autre. Et je peux vous dire que ça n'a pas été tendre. Donc c'est une bonne idée non, portée par c'est- Donald Trump. Le problème, c'est que personne ne veut les prendre. Que l'Égypte ne veut pas les prendre. Pardonnez-moi, que Éric la Zemmour, le Jordanie problème, ne c'est veut pas que les personne ne prendre. veut les prendre, c'est que, comment dire, faire la proposition d'un nettoyage ethnique et demander à toute une population de quitter son territoire et d'aller soit en Égypte, soit en Jordanie, c'est totalement contraire au droit international. Donc le sujet n'est pas de savoir quel pays accepterait d'accueillir les Gazaouis. Mais c'est intéressant, je crois que vous êtes une voix assez isolée dans la classe politique pour considérer que la proposition de Donald Trump est une proposition intéressante. Je vais vous dire pourquoi je vous réponds ça. Parce que je pense que la solution des deux États que défendent la France, l'Europe et toute la classe politique est morte. Mais on peut considérer que la Donc, solution à il faut deux bien chercher États... autre chose. Mais encore une fois, je vous dis... Faire de Gaza la Côte d'Azur. Je vous dis, ça ne...
Je ne crois pas que Gaza deviendra la côte Ah d'Azur. bon. Mais je ne vous dis ça ne marchera pas. Mmh. Mais vous savez, les Palestiniens, comme on dit, je veux dire, il n'y a jamais eu de nation palestinienne, hein. Il faut arrêter avec ce fantasme. Donc ce sont des... Il est en train de comparer la répartition de l'Inde avec la situation en Israël et il y a des gens qui pensent qu'il est intelligent, quelle arnaque ce mec. Mais tu vois, c'est ce que j'ai dit tout à l'heure, Omar. La comparaison, elle est peut-être nulle, mais si l'intervieweur, le journaliste ou l'homme politique qui va débattre contre lui ne peut pas contre-argumenter, eh ben ça passe comme une lettre à la poste, cette comparaison entre l'Inde et le Pakistan et Israël et Gaza. C'est ce que j'ai dit tout à l'heure, les mecs. Moi, je suis en train de... Je suis dans le truc, parce que moi, je suis pas un historien non plus, les gars. Je connais pas la situation au Moyen-Orient, et encore moins en Inde. Donc, moi, j'écoute ce qu'il dit, et il faut que je... Après, c'est un travail un peu scolaire, il faut que je redécoupe un peu ce qu'il dit. Est-ce que c'est la même chose? Est-ce que ce qu'il dit, c'est pertinent ou pas? Bon, les gars, c'est un travail qu'il faut faire après, tu vois. Mais là, le journaliste, il a rien relevé. Il a rien relevé, genre ça passe comme une lettre à la poste qu'il nous raconte. Par contre, j'entends quelque chose sur Éric Zemmour, hein. Il sous-entend quand même que la proposition de Donald Trump, elle est pas si mauvaise. Franchement, le droit international, Zemmour, il en a rien à foutre quand même, hein. Il en a rien à foutre. Ah là 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 là, c'est vraiment, c'est naze, hein. C'est très naze. On vit dans une époque de naze, gros. Ouais, je comprends ce que tu veux dire, mais quand t'as fait des études d'histoire, vraiment, il raconte dinguerie sur dinguerie. Ah, par contre, les amis, là où je vous rejoins, les streamers, j'allais dire, ma communauté, une partie de ma communauté qui fait licence d'histoire, qui écoute Éric Zemmour, vous avez envie de mettre une balle dans votre crâne. Et là, je comprends. Là, vous devez avoir une crise urticaire. Mais qu'est-ce qu'il raconte avec son crâne d'œuf? Mais frérot, je fais licence d'histoire. Tu dis n'importe quoi sur les chiffres. Vous devez péter votre crâne. des musulmans et ce sont des arabes. Donc ils peuvent très bien... Ah, en je suis Jordanie, mort. est-ce que vous savez qu'il y a 60% de Palestiniens? La Ouais. population jordanienne qui est composée de Palestiniens. 60%. Donc il ne faut pas d'État palestinien, non? Ça, c'est pas une façon d'aller Je vers crois la paix. non À l'échelle humaine, il n'y aura pas d'État palestinien et que s'il y avait un État palestinien, il deviendrait mort. immédiatement un foyer de guerre contre Israël, comme on l'a vu à Gaza et comme on l'a vu, comme on le voit en Cisjordanie. Donc je Je ne remarque crois que... pas, je ne crois pas aux deux États. Non mais je remarque, c'est intéressant que Ouais. vous citiez le général de Gaulle sur l'équilibre. C'est pas pour ma tête la balle. Ah, doucement les mots. C'est pas pour ta tête, mais c'est pour la tête de quelqu'un d'autre la balle dans la tête. Ok, doucement. Dis rien, dis rien, dis rien. Qui était le sien sur la politique budgétaire, mais que bizarrement, quand on parle de sujets internationaux, là, l'héritage du général de Gaulle, il vous intéresse moins. Non, pas du tout. Je pense que vous avez raison. Le général de Gaulle a dit des choses très fortes en 1967. D'ailleurs, il avait largement raison, c'est-à-dire qu'une occupation entraîne une résistance et donc une guerre sans fin. Mm. Je pense qu'Israël est condamné à une guerre sans fin. Donc, vous voyez, voilà, c'est parce que tout simplement les populations musulmanes considèrent que les Juifs ne doivent être jamais que des dhimmis et qu'ils ne peuvent pas avoir un État souverain. Donc ça, c'est... Et vous mélangez là Ah non, je mélange pas tout. Non, au les contraire. combattants islamistes Au contraire, je suis et, au cœur de la... Non, et pas la du tout. population palestinienne, Ah dont non, certains aussi, et dont même beaucoup cherchent la paix. La paix avec Israël? Vous Ah non. parliez, Non, Éric Zemmour, excusez-moi, non, vous parliez, Éric d'ailleurs, Zemmour, Éric Zemmour, dites-moi pardonnez-moi. que les États arabes veulent la paix. Éric Zemmour, avec pardonnez-moi, Israël, vous parliez du fait mais de ne parlez sortir. pas des Vous populations. parliez du fait de sortir de plateaux de télévision. Il s'avère que quand on va en Israël et qu'on interroge un certain nombre d'activistes qui œuvrent pour les rapprochements entre les peuples, on voit qu'il y a, Oui, ils sont Éric combien? Zemmour, ne vous en déplaise, Oui, des Benjamin Duhamel, Palestiniens qui souhaitent ils sont combien? dessiner ce chemin-là. Ils sont combien? Ils sont 3 là aussi? Ils existent. Ils sont Ils 3 existent. et je vous rappelle que C'est une merde. qui a été massacré le 7 octobre? C'est des militants pour la paix israélienne. Absolument, absolument. Et je crois que Donc, personne vous voyez ce ici qu'ils pensent des militants et pour que la paix personne israélienne. ici n'a minimisé de la moindre façon ce qui s'est passé Mais le je 7 ne octobre. vous ai pas dit ça. Quelques questions pour terminer, Éric Zemmour. Vous êtes président de Reconquête, un parti qui a en tout et pour tout une députée européenne, Sarah Knafo. Les journées, elles sont un peu longues ou pas? Sarah Knafo montre justement comment peut travailler une députée La Reconquête. question, Elle fait wesh. plus de travail que des dizaines Mais vous- de députés. Est-ce que c'est quoi? C'est une sorte moi, de vous traversée parlez de moi. Ah bah oui, le temps est un peu long Ah, pour vous. pardon, ouais. excusez-moi. Les Pour journées moi, sont non, longues, pas ouais. du tout. Alors je vais vous dire, Non j'ai, si vous voulez, je marche sur mes deux jambes. Si vous me demandez ce que je fais, en Ouais. clair. D'abord, j'ai conservé évidemment mon activité d'écrivain. Donc vous écrivez un livre en ce moment? J'ai écrit un livre, j'ai écrit quelque chose. C'est quoi? C'est un livre pour préparer l'élection Laissez-moi présidentielle? finir. Non. Non. J'adapte. Non mais Jamel, c'est trop hagal. Des fois, il a des fulgurances, mais putain, mais ce mec est drôle des fois. Mon livre Le suicide français pour la télévision. Je vais être publié aux États-Unis. Mon livre Le suicide français va être publié aux États-Unis. Ça demande également du travail, etc. Ah ouais? Ça, c'est pour mon activité intellectuelle. Mm. Et par ailleurs,
j'ai une activité de chef de parti politique. Donc, je vais dans toutes les fédérations. Je vais voir les militants. Nous en avons, vous savez, entre 75 000 et 80 000. Je pense que nous avons le premier parti militant. Et vous serez candidat à l'élection présidentielle ou pas? Mais nous verrons. C'est pas parce que quand on voit beaucoup plateau. Non mais quand on voit beaucoup. Non mais Éric Zemmour, parce que quand on voit beaucoup Sarah Knafo sur tous les plateaux, on se demande si c'est pas elle qui sera candidate à l'élection présidentielle. Mais Benjamin Duhamel. C'est vrai, les journalistes en ce moment, les gars, il y a une petite méta qui dit que c'est lui qui porte la culotte et le véritable chef c'est Sarah Knafo. Là en ce moment, il y a une méta comme ça chez les journalistes. J'aime bien le karaté, j'aime bien. Malgré toute votre audace et la sympathie que j'ai pour Je vous, suis mort. je n'annoncerai pas chez vous ma candidature présidentielle. Mais donc ça veut dire que vous l'annoncerez à un moment. Et nous verrons. Un tout dernier mot. Parce qu'en gros, faut savoir une chose, les mecs, et c'est là où Twitter a vraiment une portée absolument incroyable, c'est que Sarah Knafo, à chaque intervention au Parlement européen, c'est diffusé sur son compte Twitter et c'est repris à chaque fois. Il y a des milliers de retweets, des milliers de likes. Attendez, je regarde juste un truc. Et maintenant, son compte Twitter cumule Sarah Knafo, son compte Twitter... 142 000 abonnés. 142 000 abonnés, alors que l'année dernière, c'était vraiment beaucoup, beaucoup moins. Putain. Si Marine Le Pen est déclarée inéligible le 31 mars, est-ce que ça change quelque chose pour vous? Ça change quelque chose pour l'élection présidentielle et ça change quelque chose pour Marine Le Pen. Ça serait d'ailleurs scandaleux. Maintenant, moi, je m'adapterai à toutes les situations. Pour déclarer donc votre candidature à l'élection présidentielle. Merci. Merci Éric Zemmour, président de c'est Reconquête, trop d'être venu nous forceur. voir dans Tout le monde veut savoir. Vous regardez Tout le monde veut savoir donc, et l'autre invité